Bonsoir à tous et merci d'être venus nous retrouver en simultané sur les différentes plateformes web que constituent OrthoWeb Télé, Kiné Télé, IOAPC et e-Congrès. Nous sommes réunis ce soir pour aborder le thème du PRP autologue et de ses bénéfices. PRP signifiant plasma riche en plaquettes, bien sûr. Vous aurez donc la possibilité tout au long de cette émission de nous poser vos questions. Il vous suffit d'écrire votre question sous le module chat qui se situe sous la fenêtre vidéo. Autour de moi sur ce plateau sont réunis un certain nombre d'experts. Tout d'abord, Christophe Charousset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédiste, spécialiste cheville, genoux, épaules. Vous exercez à Paris et vous êtes également le président d'IOAPC, ce qui signifie... C'est un institut qui promouvoit le développement de l'orthopédie sur le plan scientifique et aussi sur l'information pour les correspondants et patients. D'accord. Nous allons retrouver aussi via Skype Michael Sanchez. Bonsoir. Bonsoir, docteur Sanchez. Bonsoir. Alors vous êtes en Espagne, vous exercez là-bas. Vous êtes également chirurgien orthopédiste et on vous présente comme étant le pionnier du PRP en orthopédie. À mes côtés également, le docteur Laurence Belaïch. Bonsoir. Vous êtes radiologue, vous êtes spécialiste en imagerie du sport. Et vous exercez à Paris. Éric Chavigny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également radiologue spécialiste en imagerie du sport, mais vous exercez à Dax. Tout à fait, à Dax-Saint-Réland. Voilà, et enfin avec nous également, Jean-Pierre Diragnan, bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute. Oui, dans la région parisienne, dans le Val d'Oise, à Arnouville. D'accord. Alors, tout au long de cette émission, nous aurons également des témoignages de sportifs de haut niveau qui ont eu, eux aussi, des expériences PRP et qui nous parleront, via leurs témoignages, de leur expérience bienfaitrice pour la plupart d'entre eux. Voilà. Donc, je me tourne tout de suite vers Christophe Charousset, puisque vous êtes à l'origine de cette table ronde, et j'aimerais que vous nous expliquiez très concrètement ce qu'est le PRP autologue et dans quelles circonstances vous avez été amené à l'utiliser. Alors, les circonstances qui m'ont permis d'utiliser cette technique-là, c'est parce que j'ai rencontré Michael Sanchez il y a un certain nombre d'années. Il développait cette technique et il m'a expliqué comment ça s'utilisait et quels étaient ses résultats. Et j'ai été extrêmement séduit par ces résultats. Alors, le plasma riche en plaquettes, il faut savoir que c'est une fraction de plasma obtenue à partir d'un sang autologue avec une concentration augmentée en plaquettes. C'est-à-dire que lorsque vous centrifugez le sang du patient, le sang autologue, vous compartimentez le sang. Et ce qui nous intéresse, nous, principalement, c'est au milieu de cette centrifugation, c'est le plasma riche en plaquettes. Voilà, comme vous pouvez voir sur cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce plasma riche en plaquettes, il est composé à la fois de plaquettes et de plasma. Et dans ces deux éléments sont contenus les protéines qu'on appelle les facteurs de croissance, qui se comportent comme des messagers pour une réponse cellulaire. Ils vont stimuler la cicatrisation cellulaire, ce qui avait été montré par Trippel. Depuis quand est-ce qu'on se sert du PRP ? Alors cette technique a été... Enfin, les précurseurs techniques ont utilisé les plaquettes et thrombines en chirurgie, mais cette technique a été principalement développée par Marx en 1998 dans la chirurgie maxillofaciale. Anuita, qui est un collègue et un ami de Michael Sanchez, qui l'a utilisé dès 1999 pour l'implantologie, et aussi par les chirurgiens plasticiens américains dès 2004. En ce qui concerne l'appareil locomoteur, on a eu les premiers résultats publiés à la fois par Alan Mishra, qui est américain, dans le traitement des picondylites, et Michael Sanchez dans le traitement des tendinites d'Achille. Alors, est-ce que tout le monde peut en bénéficier et surtout, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Je crois que tout le monde peut en bénéficier, que ça part du sportif de haut niveau, comme on dit, à monsieur et madame tout le monde. Toutes les personnes qui ont une lésion peuvent bénéficier de ce traitement. Il y a des contre-indications, évidemment, les maladies des plaquettes, ce qu'on appelle la thrombopathie, ou si sur le lieu où on va injecter, il y a un processus infectieux ou tumoral, c'est évidemment une contre-indication.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire la technique maintenant? Comment est-ce qu'on le fabrique, ce PRP? Il y a différentes techniques. Il y a des techniques qui utilisent des doubles seringues, comme le système ACP d'Artrex. On prélève une quantité de 10 à 15 cc de sang périphérique que l'on va centrifuger pendant 5 minutes, à 1500 ou 1700 tours minute. Et grâce à cette double seringue, on recueille, ce que je vous ai montré précédemment, le plasma riche en plaquettes autologues sans que ce soit contaminé par les globules rouges ou les globules blancs. C'est un pur PRP. Ou on a un autre système, le système RegenLab, qui est un système à un tube d'essai avec un gel séparateur. On va de même façon centrifuger et recueillir. Et grâce au gel séparateur, on recueillera que du plasma riche en plaquettes, sans leucocytes, ce qui est important de le savoir. Il faut comprendre aussi qu'il y a de très nombreux systèmes de centrifugation. Et aujourd'hui, peut-être que de nombreux laboratoires développent ces systèmes-là et qu'on est un peu dans un système de jungle. On ne sait pas exactement quel type de PRP on va obtenir. Et ça, c'est très important de savoir quel type de PRP, après la centrifugation choisie, on obtient. C'est-à-dire si c'est un pur PRP sans leucocytes ou un leuco-PRP avec leucocytes. Et surtout, connaître les protocoles d'injection. C'est un peu comme un antibiotique. Un antibiotique, il a différents spectres d'activité et différentes façons d'agir en fonction de sa voie d'injection. Donc il faut connaître de la même façon pour le PRP. Et alors vous, pour quelle pathologie est-ce que vous recommandez plus particulièrement les injections? Alors, comme on le verra tout au long de la soirée, on recommande ces injections pour les tendinites ou les ruptures tendineuses, pour les lésions musculaires, pour les entorses ou les lésions ligamentaires et évidemment pour l'arthrose, comme va nous le montrer Michael Sanchez. Ben voilà, justement, nous allons retrouver le docteur Sanchez via Skype, puisque je vous rappelle qu'il exerce en Espagne. Docteur, rebonsoir. Je rappelle également qu'on vous présente comme la personne ayant la plus grande expérience en matière de PRP. Alors, je voulais vous demander comment est-ce qu'elle vous est venue l'idée d'utiliser ce procédé en orthopédie, parce que ce n'était pas sa vocation première, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, c'est vrai. Je suis chirurgien orthopédique comme tout le monde, et puis la biologie, elle était loin de moi, de ma tête. Mais il est intéressant de connaître, il a bien expliqué Dr. Charousset, l'histoire des facteurs de croissance. Le premier facteur de croissance a été découvert par Rita Levi-Montalcini en 1940. Et ce n'est que 40 ans plus tard qu'elle a reçu le prix Nobel avec Stephen Cohen par cette découverte. Pendant 40 ans, personne ne savait à quoi ça servait. Suivante, diapo s'il vous plaît. Et puis, dans les années 70-80, on se sont développé l'école de fibrine. Ce sont les dentistes qui nous ont appris à utiliser le facteur de croissance. Il avait besoin d'utiliser cette fibrine après les extractions dentaires pour atteindre une meilleure ostéo-intégration des implants dentaires qu'ils utilisaient. Il y a 15 ans, Adi, toi, il était très ami à moi de Vitoria, il habite ici comme moi. Il m'a appris le rôle des facteurs de croissance dans la régénération osseuse. Alors je me suis demandé pourquoi ça ne pourrait pas servir pour d'autres lésions de l'appareil locomoteur. Et en 7 ans et demi, on a commencé un long chemin passionnant sur la recherche des facteurs de croissance. Diapo. Et alors, quels ont été vos premiers résultats? Bon, nous avons publié en 2003 nos premiers résultats avec un cas d'une avulsion traumatique et cartilagineuse chez un jeune adolescent au jour de foot. Nous avons synthétisé la pièce de cartilage arrachée et on a eu une récupération à 100% et très rapide. C'était le premier article publié dans la littérature scientifique mondiale sur les facteurs de croissance en orthopédie. Diapo. Puis, dans les années suivantes, on a travaillé sur les tendons. Et puis, en 2007, on a publié les résultats sur les ruptures de tendons d'Achille chez les sportifs. On a réussi à diminuer le temps de récupération des sportifs pour la reprise du sport de 22 semaines, sans facteur de croissance, à 14 semaines avec facteur de croissance. Aussi, on a travaillé aussi sur les ligaments croisés. Et on a vu qu'on avait une ligamentisation beaucoup plus rapide quand on utilise le facteur de croissance. Et on voit presque plus jamais des élargissements des tunnels tibialo-fémorales. Et on a fait des biopsies dans les ligaments implantés. On a vu une excellente vascularisation des néoplasties, une cellulité bien accrue. Diapo. Et puis, peut-être nos meilleurs résultats, c'était sur les lésions musculaires. Et les lésions musculaires sont un thème très discuté à cause du risque théorique de fibrose quand on utilise le facteur de croissance.
Pour éviter, il est indispensable d'utiliser un PRP sans leucocytes. Et puis, il faut bien connaître le protocole de filtration, de traitement dans les lésions musculaires. Il faut traiter ces lésions le plus tôt possible. Il faut vider l'hématome s'il existe. Il faut injecter les facteurs de croissance au niveau de la lésion, mais aussi il faut injecter le tissu sain autour de la lésion. Il faut stimuler les cellules saines. Et pour cela, il faut injecter aussi près des aponévroses. C'est là qu'il y a le plus nombre de cellules mères, cellules souches. Diapo. Et pour terminer, nous avons publié aussi nos résultats sur les pseudarthroses hypotrophiques des os longs, avec des très bons résultats. Vous avez certainement dû rencontrer des difficultés pour arriver à ces résultats, justement. Oh, ça n'a pas été facile, non. Tout d'abord, il était très difficile de publier nos premiers résultats, puisque personne n'avait une expérience de facteur de croissance dans l'appareil locomoteur. Les éditeurs des différentes revues scientifiques avaient beaucoup de difficultés pour pouvoir juger nos résultats, nos travaux. Et par ailleurs, il a été très dur, ça continue à l'être peut-être, de lutter contre le scepticisme des autres médecins chirurgiens qui ne croient pas trop à la biologie. Et c'est comme toujours à l'histoire de la médecine, les choses les plus simples, c'est peut-être les plus difficiles à être acceptées. Et il y a quelques années, on a eu aussi beaucoup de problèmes avec la WADA, l'Agence mondiale antidopage, parce qu'il a fallu leur faire comprendre que le PRP n'était pas un doping, n'avait rien à voir avec un doping sanguin. Alors, nous avons vu que vous avez obtenu vos premiers résultats en travaillant sur le tendon, mais très vite, vous vous êtes aussi intéressé à l'arthrose. Pourquoi ? Bon, nous avons toujours considéré l'articulation comme un organe entier, avec 3 tissus, le cartilage, la membrane synoviale et l'os sous-chondral. Et l'arthrose est une défaillance de tout l'organe entier. Il se produit un déséquilibre entre les facteurs anabolisants et catabolisants, avec une destruction progressive du cartilage. Le PRP essaierait de retrouver l'homéostasie de l'articulation. Suivante. Et le PRP, on connaît bien, le PRP contient des facteurs angiogéniques, trophiques et anti-inflammatoires. Et en plus, on induit une synthèse accrue d'acide hyaluronique. Et finalement, on vient de savoir que le PRP contient une quantité importante de lubricine qui confère au PRP les mêmes propriétés lubrifiantes que le liquide synovial. Diapo. Alors, avec ces idées, nous avons commencé à traiter les malades arthrosiques avec du PRP intra-articulaire, avec des très bons résultats. On a publié tout ça en 2007, en 2008. Et finalement, en 2012, on a réalisé une essai clinique double aveugle randomisé de niveau 1 qui a reçu le prix au meilleur travail de niveau 1 de la revue Arthroscopie. Et depuis ça, il y a d'autres auteurs qui ont publié beaucoup de papiers, d'articles avec des essais randomisés et avec des PRP en arthrose. Et nous avons dédié beaucoup de temps aussi à étudier l'intercommunication entre l'os sous-chondral et l'articulation. Pour cela, nous avons été à une époque le PRP avec du bleu méthylène chez l'animal et on a vu que ce PRP diffusait de l'articulation dans le cartilage quand on l'injectait dans l'os sous-chondral. Diapo. Et cette diffusion est bien montrée, vous voyez la vidéo, oui, est bien montrée dans cette vidéo. Une fois qu'on déprise le cartilage pathologique, on injecte le PRP par la face interne du condyle interne et on voit comme le PRP sort dans l'articulation en portant des cellules et protéines. Il se coagule au niveau de la lésion. Diapo. Alors c'est cette méthode que nous utilisons depuis quelques années pour traiter les lésions osteochondrales avec des résultats surprenants du point de vue clinique et histologique. Diapo. D'autres équipes aussi ont confirmé la communication qui est entre l'os sous-chondral et l'articulation. Ils ont bien compris la nouvelle physiopathologie de l'arthrose. Il se produit des micro-lésions dans l'os sous-chondral avec une guérison incomplète responsable d'une sclérose et d'une perte d'élasticité de l'os sous-chondral qui a comme conséquence une lésion progressive du cartilage. Il semble logique donc qu'injecter l'os sous-chondral pourrait avoir un bon effet sur l'arthrose. Diapo. Et donc, quel est le protocole que vous recommandez ? Bon, nous utilisons le protocole suivant quand nous infiltrons dans l'os spongieux, dans l'os sous-chondral. La première infiltration, on l'a fait en salle d'opération sous anesthésie locale et sédation. Tout d'abord, nous vidons l'épanchement articulaire et nous infiltrons l'articulation avec 8 cm3 de PRP.
Et après, nous injectons 4 ou 5 cm3 de plasma dans le condyle interne ou externe à l'aide d'un trocar spécial qu'on utilise pour les biopsies osseuses. Et nous faisons la même chose pour le tibia. Et après, nous infiltrons 8 cc dans les 2 semaines suivantes, une fois par semaine, d'une façon seulement intra-articulaire. Et ce, quel que soit le résultat, quel que soit le type de vos patients? C'est-à-dire qu'ils soient sportifs de haut niveau ou non? Non, pour les cas pas graves. Pour les chondropathies faibles ou modérées, on fait seulement un traitement intra-articulaire. Et une fois qu'on a essayé la kiné, la viscosupplémentation, les anti-inflammatoires, si tous les traitements ont échoué, on indique un traitement intra-articulaire avec un PRP sans leucocytes. Alors on fait 3 infiltrations, une par semaine, pendant 3 semaines. Et l'amélioration de symptômes débute au bout de 4 à 8 semaines et dure pendant 6 mois. D'accord. Dans les cas les plus sévères ou dans les nécroses du condyle, et surtout dans les patients jeunes ou avec des contre-indications à autre chirurgie, on utilise la voie intra-osseuse dans nos sous-contrales. Alors on infiltre une fois dans nos sous-contrales et puis les 2 semaines suivantes, on infiltre d'une façon intra-articulaire. D'accord. Et aujourd'hui, que donnent les résultats de vos dernières études? On vient de terminer une étude pilote sur cette méthode et on a traité 16 malades avec une arthrose sévère de grade 3 ou 4 d'Albac. Et on a eu des excellents résultats. Mais il faut noter 2 autres faits. Nous n'avons jamais eu de complications d'effets secondaires à cette méthode. Et en plus, on a vu que le liquide synovial des genoux arthrosiques pourrait être une excellente source de cellules mères mésenchymateuses qui ont la capacité de se différencier en adipocytes, en chondrocytes et en ostéocytes. Donc, le liquide synovial des arthroses a un nombre important de cellules souches. D'accord. Alors, j'imagine que vous êtes déjà tourné vers demain, vers l'avenir. Quelles pourraient être les avancées majeures? Là, on rêve, on commence à rêver. Pour le moment, on a vu que quand on fait ça, on atteint les 3 tissus d'articulation synoviale, le cartilage et l'os chondral. Et on traite l'articulation comme un tout. Alors, on réduit la douleur et on modifie l'environnement inflammatoire et catabolique de l'articulation. Et tous ces changements cellulaires et protéiques pourraient modifier l'évolution de l'arthrose. Alors, actuellement, nous sommes en train d'étudier s'il existe des modifications dans la composition en cytokines et protéines du liquide synovial. Mais aussi, on a vu qu'il y a des effets à distance. On connaît bien qu'il y a les cellules mères, cellules souches, des os, de l'os spongieux à distance de l'articulation sont malades aussi. Et on veut savoir si ces cellules souches à distance peuvent s'améliorer en injectant le PRP au niveau de l'os sous-contrat du genou. D'accord. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Bon, on a hâte d'être à demain. Restez avec nous, docteur Sanchez, parce que vous serez peut-être amené à répondre à quelques questions. Je me tourne vers vous, Laurence Belaïch. Vous êtes donc radiologue, spécialiste en imagerie du sport. Vous avez été séduite par le PRP au point de vous être formée à la méthode, puisque vous pratiquez vous-même des injections. Pourquoi? Absolument. Donc, moi, je m'occupe de pas mal d'équipes de France et j'étais en 2008 au Congrès mondial du tennis. Et on s'est rendu compte avec un ami, Jacques Parier, qui travaille à la FFT, comme moi, qu'il y avait énormément de communication sur ce sujet. De retour à Paris, j'ai appelé Christophe, qui avait eu exactement le même son de cloche de son côté, du côté ortho. Et donc, on a décidé de commencer la technique à Paris tous les deux en 2008. Et on a traité beaucoup de patients de l'INSEP et des équipes de France à ce moment-là. Mais vous avez dû surprendre un peu, parce que ce sont quand même des actes thérapeutiques qui sont plutôt réalisés par des médecins du sport, des rhumatologues ou... Moi, je réalise énormément d'infiltration, d'injections, c'est ma formation de base. Pas seulement du diagnostic, mais beaucoup de traitements. Donc mes sportifs ont l'habitude que je les traite moi directement, à la demande des médecins des équipes de France plus souvent. D'accord. Alors, vous le recommandez le PRP, paraît-il, plus particulièrement pour les lésions tendineuses. Alors, pourquoi? Absolument. Donc la première indication vers laquelle on se tourne, comme on vient de voir, ce sont les problèmes tendineux qui traînent et ce qu'on appelle les tendinites chroniques. Sauf qu'en fait, la tendinite chronique n'existe pas. Donc il faut arrêter de traiter les tendinites chroniques par des anti-inflammatoires parce qu'il n'y a plus d'inflammation au bout de quelques semaines. Il n'y a plus du tout d'inflammation. Ça a été prouvé de façon claire par plusieurs études microscopiques. Il n'y a pas d'inflammation, il y a juste ce qu'on appelle une tendinose. Alors qu'est-ce que c'est une tendinose? Mais quand on a une charge mécanique normale sur un tendon, il y a un remodelage correct et le tendon reste intègre, il se répare. Lorsqu'on a des charges excessives, soit micro-traumatisme à répétition du sportif de haut niveau, soit un traumatisme vrai, une chute ou autre, et bien à ce moment-là, au-delà de l'inflammation
aigu ou au bout de quelques jours, quelques semaines, le remodelage se fait mal et le tendon se modifie, il s'altère et on n'a plus les fibres collagène habituelles, on a des fibres totalement immatures, ils n'ont plus du tout la même élasticité. On a une perte de la continuité des fibres entre elles, c'est-à-dire que les fibres ne sont plus connectées, elles ne sont plus mécaniquement correctement connectées. Et en plus de ça, on a une sorte d'hypervascularisation qui se fait, des vaisseaux qui gorgent le tendon, qui créent une espèce d'inflammation, mais pas vraiment une inflammation, en plus un œdème, un gonflement du tendon, ça devient douloureux, mais tout ça n'est même pas efficace sur le plan de la cicatrisation. Donc le tendon est altéré, il est fragilisé et c'est là qu'il peut se déchirer plus volontiers. Et donc on appelle ça la tendinose. Il ne faut plus parler de tendinite chronique, c'est une aberration. Alors, c'est ce que l'on connaît, nous, en clinique, et tout le monde connaît le tennis elbow, la tendinite rotulienne avec la pointe de rotule douloureuse, les tendons d'Achille qui sont douloureux, etc. Et tous ces gens-là sont traités, hélas, encore par anti-inflammatoires. Ils n'ont pas forcément d'imagerie correcte, mais il faut vraiment arrêter de se dire qu'il s'agit de tendinite. À partir d'un certain nombre de temps, quelques semaines de douleur, ce n'est pas une tendinite, c'est probablement une fissure, et il faut faire une imagerie correcte pour voir s'il n'y a pas une fissure, et à ce moment-là, faire un traitement différent. Pas du tout d'anti-inflammatoire, de la kiné, et si la kiné ne suffit pas, des ondes de choc. Et si tout ça ne suffit pas, là on intervient avec nos PRP, on ne le fait pas en première intention. Voilà une imagerie correcte ici, vous voyez, on voit une fissure du coude, du tendon du coude, une fissure de la pointe de rotule, une fissure du tendon d'Achille. Ce sont des imageries IRM, qui sont les imageries qui vont nous dire clairement quel type de lésion on a. Et à ce moment-là, on va pouvoir, nous, si rien n'a suffi, si même les ondes de choc n'ont pas suffi, et la kiné, à ce moment-là, nous, on va intervenir en injectant directement dans ces tendons. D'accord. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il est indispensable pour vous de pratiquer ces injections sous échographie? Oui, alors, effectivement, donc là, on a donc dans les fissures, donc là, on a les grandes indications, et dans les fissures tendineuses, il faut absolument qu'on voit la lésion. On a vu la lésion en IRM, là, je vous l'ai montré, et on va la voir en échographie. Et grâce à l'échographie, on va mettre notre sonde directement sur la fissure, et on va introduire notre aiguille tangentiellement au tendon, dans le grand axe du tendon, de façon à traiter la totalité de la lésion. Souvent, la lésion fait quelques centimètres, 2, 3, 4, 5 centimètres. Donc, il faut vraiment essayer de mettre l'aiguille à l'intérieur de la lésion et d'injecter notre facteur de croissance à l'intérieur de la lésion. Et on le voit très bien ici. On voit la petite aiguille là, que vous voyez avec ma petite flèche à l'intérieur de la gaine du péritendon, là, qui était décollée à ce niveau-là. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un needling, c'est-à-dire que notre aiguille va transpercer le plan de clivage qui est fibrosé, qui est d'une mauvaise qualité de cicatrisation. Donc, on va faire saigner tout ça, un peu comme les chirurgiens avivent les tendons quand ils les opèrent. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir injecter le PRP. On voit, vous voyez, c'est un peu comme les lucioles dans la nuit, là, c'est assez joli. Et on montre ça au patient, parce que le patient est là avec nous, il le voit. Et c'est extrêmement intéressant de lui faire comprendre qu'il n'avait pas seulement une tendinite, mais qu'il avait vraiment une déchirure, un plan de clivage autour de son tendon. Et ça, c'est vraiment superbe. Parce que le patient comprend, et là, il adhère encore plus, parce que voilà, c'est vraiment génial. Et j'insiste sur le fait que le patient adhère à ce traitement, et qu'il va aller en kiné de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus sérieuse, que si on l'avait traité autrement. Et ça, c'est une des forces du PRP, c'est que le patient adhère vraiment à cette technique. Il a compris que c'était une avancée extraordinaire de réparation, de chance de réparation, qu'il n'avait pas il y a quelques années. C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup de nos sportifs traînaient avec des douleurs, perdaient leur efficacité, leur performance, et là on leur redonne. Et moi j'ai vu des patients, notamment aux Jeux de Londres, qui sont venus me remercier parce que je les avais aidés à non seulement être là, mais à gagner des médailles. Ça, c'est génial. Voilà. Et donc encore un exemple ici, où on va mettre notre aiguille, vous le voyez très bien, à l'intérieur du tendon, derrière le calcanéum, à la face profonde du calcanéum, derrière, et on a le tendon d'Achille qui est pénétré de haut en bas, et on va injecter, faire le needling, injecter le PRP. On voit comment on a absolument bien imprégné le tendon, et on voit vraiment l'intérêt de le faire sous contrôle échographique, parce que vraiment c'est exceptionnel. Voilà encore une image ici sur une déchirure du tendon d'Achille, à la face profonde de l'Achille. Vous voyez très bien l'aiguille qui va et qui vient, donc needling, et en même temps on injecte le produit. Et vous voyez comme ça pénètre bien à l'intérieur du tendon, et on est ultra précis en faisant ça. Voilà. Donc, globalement, des résultats très positifs. Écoutez, avec Christophe, Christophe a publié, on avait bossé ensemble sur cette étude, on a fait beaucoup d'injections de différents tendons. Il a publié en écrivant dans l'American Journal of Sports Medicine, qui est le journal de référence en matière de médecine du sport, sur une série de 28 tendinopathies rotuliennes fissuraires,
toutes nos patients avaient une IRM. Donc on sait exactement qu'il s'agit vraiment d'une fissure et pas d'autre chose. Et chez des patients qui souffraient au moins depuis 4 mois, mais certains depuis des années, sans qu'on ait rien fait pour eux d'efficace, souvent que leur donner des anti-inflammatoires ou traiter, mais de façon totalement inefficace, eh bien, ces patients sont revenus à un niveau sportif excellent, et beaucoup d'entre eux étaient des athlètes de très haut niveau, certains champions olympiques, champions du monde ou autres, et ils sont retournés au sport le plus souvent entre 2 et 4 mois. C'est vraiment exceptionnel. Et sans douleur, avec des performances exceptionnelles. Retour à leur performance initiale. Et ça, c'est un bénéfice incroyable pour nos sportifs. Voilà. Mais j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés quand même. Alors les difficultés sont, ce que disait Michael Sanchez tout à l'heure, elles sont du fait de pas mal de nos collègues qui n'arrivent pas à comprendre que c'est efficace. Ça, c'est vraiment un souci. Et bien souvent, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner entre athlètes, notamment. Ça, c'est assez exceptionnel. Les athlètes sont très très bien connectés entre eux, et pas seulement à l'intérieur de la France, mais à travers le monde. Nous, on a des joueurs de tennis qui ont appelé Nadal ou des choses comme ça, parce que Nadal est un des sportifs qui a utilisé cette technique de façon régulière. Et à nous ensuite de prouver que l'on est efficace. Et ce qui est très important aussi, c'est d'être connecté à un excellent réseau de kinés, parce que sans kiné efficace au décours d'un PRP, c'est l'échec assuré. Le travail de kiné est essentiel. Je me souviens d'un athlète de l'équipe de France qui, à Londres, m'avait dit je continue la kiné, c'est vachement important. Dis à tes patients, il était mignon, il est venu me voir, il me dit dis à tes patients qu'il faut qu'ils poursuivent la kiné, alors même qu'ils ont repris la compétition, c'est tellement important. Donc ça, c'est vraiment très important de travailler en équipe. Et nous, on essaie toujours de travailler en équipe avec Christophe et les collègues kinés. Voilà. Mais écoutez, je vous propose justement d'écouter le témoignage d'une sportive de haut niveau qui est également une grande fan de Nadal. Bonjour, je suis Gladys Sepang, j'ai 32 ans, je suis athlète de taekwondo, je suis 2 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. La première fois que j'ai entendu parler des PRP, c'était en septembre 2010. Je souffrais de problèmes au genou et donc je suis allée consulter une radiologue à l'INSEP. Et donc, suite au diagnostic qu'elle a fait de l'état de mon genou, elle m'a conseillé de faire ce qu'elle appelle des PRP. Donc voilà comment j'ai entendu parler des PRP la première fois. Je souffrais d'une tendinopathie rotulienne. Donc c'était une inflammation du tendon rotulien du genou droit, si je me rappelle bien. Et donc ça m'empêchait de m'entraîner correctement, ça m'empêchait de faire les mouvements à fond et donc de me préparer pour les échéances. Pour dire la vérité vis-à-vis des injections, j'ai eu une seule appréhension. Je leur ai posé une seule question, je leur ai demandé est-ce que c'est dopant, est-ce que c'est positif par rapport à tous les contrôles antidopage qu'on est censé effectuer en tant qu'athlète de haut niveau. Et là, leur réponse, elle a été catégorique. Ils m'ont tous dit non, il n'y a aucun risque que tu sois positif, il n'y a aucun risque que ça te cause des problèmes. Donc, une fois cette réponse-là, j'y suis allée. J'ai fait 2 fois des PRP. Et donc, ça se passe par cycle. J'ai fait 2 cycles de 3 semaines. Ce sont des injections à intervalle d'1 semaine à chaque fois. Donc, on vient en cabinet, je fais mes injections. Ensuite, j'ai 1 ou 2 jours de repos. Puis ensuite, je peux reprendre mon activité physique normalement. Je l'ai fait 2 fois sur le même genou parce que c'est vrai que j'avais eu une douleur qui était assez forte et une gêne qui était assez persistante. Donc, il a fallu s'y reprendre à 2 fois pour que la douleur parte complètement. Les bénéfices ont été pas immédiats parce que c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. On part sur de la cicatrisation d'un tendon qui était abîmé, qui était usé. Donc il a fallu à la fois faire des PRP, mais à la fois aussi travailler avec le médical de l'INSEP, c'est-à-dire les kinés. J'ai fait du renforcement musculaire pour aussi protéger un peu toute la zone qui était douloureuse. Donc on va dire que à partir de la première injection, il a fallu 3 mois et demi pour que mon genou il soit vraiment opérationnel à 100%. Alors ce protocole, je l'ai recommandé depuis à tous les athlètes qui souffraient des mêmes problèmes que moi, surtout aux athlètes de ma discipline, je dois dire, parce que
voilà, une fois qu'un traitement a bien fonctionné, c'est sûr que on s'empresse de le dire aux copains si jamais ils ont les mêmes problèmes que nous. Donc, oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, oui, bien sûr. Laurence, une petite réaction très courte à ce témoignage. Mais c'est Gladys, elle est géniale. Gladys, c'est le leader de l'équipe de France de taekwondo. C'est une femme exceptionnelle. Et on voit sa générosité. C'est-à-dire que ça a marché. D'abord, elle nous a fait confiance et ça, c'est génial. C'est fabuleux d'avoir des gens comme ça avec nous. Et puis en plus, elle est capable de faire passer le message. Et ça, c'est tout à fait elle. C'est une athlète exceptionnelle. Je l'adore. Nous aussi. Je rappelle aux internautes qu'ils ont la possibilité de nous poser des questions, donc n'hésitez pas. Il vous suffit d'écrire votre question dans le module chat qui se situe sous la fenêtre vidéo. Je me tourne à présent vers le docteur Éric Chavigny. Rebonsoir. Donc vous êtes toujours radiologue, Depuis tout à l'heure, spécialiste en imagerie du sport et nouvellement initié au PRP. Absolument. Ça fait 1 an et demi que je pratique les traitements par infiltration de PRP. Et en fait, j'y suis arrivé à cause d'une histoire personnelle. J'ai eu un accident de VTT assez sévère qui m'a occasionné une lésion tendineuse qui était résistante à tout traitement classique. Et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait le traitement par PRP qui était possible et qui a donné chez moi d'excellents résultats. Et j'ai été tellement bluffé que je me suis dit qu'il était temps que je me mette à ce type de traitement, puisque dans ma région, dans les Landes, ce traitement n'était pas pratiqué par aucun médecin. Donc je m'y suis mis. Voilà. Très bien. Alors vous exercez à Dax, vous devez forcément avoir des rugbyman parmi vos patients. Tout à fait. Et alors quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées ? Alors, les pathologies les plus fréquentes chez les sportifs sont comme chez les sportifs amateurs, chez les professionnels, les lésions musculaires, les lésions cartilagineuses, les lésions tendineuses. Et tous ces sportifs, bien sûr, souhaitent des guérisons rapides pour pouvoir retrouver leur activité le plus rapidement possible. Et les sportifs amateurs sont aussi exigeants finalement que les sportifs professionnels. Donc, une des préoccupations aussi, c'est bien sûr de respecter la législation sur le dopage. Et le PRP permet de répondre à toutes ces attentes. Donc, je vais vous présenter rapidement 3 cas de lésions différentes. Le premier cas, c'est un Landais d'adoption, un joueur fidjien qui était chez nous l'an dernier, qui a eu une lésion au niveau du semi-tendineux, qui avait été traité conventionnellement sans PRP, qui a été guéri en 6 semaines. Et dès qu'il a repris son activité sportive, malheureusement, il s'est reblessé. Donc là, le médecin du club m'a appelé. Il m'a dit tes PRP, c'est peut-être intéressant pour ce joueur. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Donc, je lui ai fait un traitement par infiltration de PRP. Il avait quand même une lésion initiale. Alors, on ne voit pas très bien sur la diapo, mais elle faisait à peu près 2,5 cm. C'était une lésion assez conséquente. Donc, dès le 3e jour, je l'ai ponctionné. Je lui ai fait le traitement par infiltration de PRP. Et au bout de 3 semaines, il ne ressentait plus de douleur. Donc, je lui ai fait le contrôle échographique. Et, miracle, il était cicatrisé. J'aurais peut-être pas dû le dire de suite à son manager, qui a voulu le mettre sur le terrain tout de suite. Et malheureusement, il s'est redéchiré. Donc, on a recommencé un protocole par PRP. Et là, donc, il a recicatrisé en 3 semaines. Il a fait une réathlétisation correcte qui a duré une dizaine de jours. Et il est reparti sur le terrain. Et il ne s'est plus blessé. Donc, ils étaient ravis du traitement. Le deuxième, c'est un pilier gauche qui joue aussi chez nous, qui a eu donc une lésion sur le tendon calcanéen, une lésion intratendineuse qui faisait une dizaine de millimètres, une lésion fissuraire. Donc là, je l'ai traité par infiltration de PRP, rééducation excentrique faite par les kinés avec qui nous travaillons. Et là aussi, il y a eu d'excellents résultats, puisque, dommage, l'IRM, on ne la voit pas très bien là, mais il n'avait plus de lésions. À 9 semaines, il n'avait plus du tout de lésions, plus aucun symptôme. Et il a repris le terrain très rapidement. Et sans conseil, enfin, il était vraiment très bien après.
Le troisième, c'est pour une chondropathie gléno-humérale bilatérale. Alors, on a chez nous un champion du monde de force athlétique. Et quand il est rentré de son championnat du monde, qu'il avait gagné à Palm Beach, il est rentré chez nous, il avait vraiment très mal aux épaules. Son sport consiste à soulever des très lourdes charges. Son record à l'époque, c'était 245 kg. Je crois que depuis que je lui ai fait le traitement, il a fait un petit peu mieux. Il fait mieux. Et donc, je crois qu'on va voir son témoignage. Il va, Oui. il va nous expliquer ça. Oui, mais Voilà. avant de voir Didier, puisqu'il s'agit de Didier, quels sont les obstacles auxquels vous vous heurtez lorsque vous parlez PRP justement à vos patients sportifs? J'imagine qu'il doit y avoir certains freins de la part des clubs, des fédés, des choses comme ça. Alors, les freins ne viennent pas forcément du sportif, bien sûr, puisque les sportifs, ils parlent entre eux, ils savent de quoi ils parlent, et ça les intéresse beaucoup, le PRP. Par contre, il y a quelques PRP sceptiques qui sont assez nombreux, les confrères en général, les confrères radiologues en particulier, qui ne connaissent pas bien cette technique, les rhumatos, les orthopédistes aussi qui ne connaissent pas très bien et qui voient ça un petit peu d'un mauvais œil aussi quand radiologues viennent s'intéresser au traitement. Or, on vient finalement s'intercaler entre le rhumatologue, entre le médecin du sport, le rhumato, et on se situe sur les indications qui ne requièrent pas d'autres types de traitements. Donc on rend service aux patients puisqu'on est là quand ils se retrouvent dans une impasse thérapeutique. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, on va retrouver Didier, donc Didier Tux, qui nous livre son témoignage et il est plutôt très satisfait, lui. Bonjour, je m'appelle Didier Tux, j'ai 57 ans, je suis restaurateur à Dax dans les Landes et je pratique la force athlétique, particulièrement le développé couché. Je suis à l'heure actuelle encore champion du monde dans ma catégorie d'âge et de poids et mon record à l'heure actuelle est de 260 kg. Par rapport à ma pratique, ça fait des années que j'avais des douleurs aux épaules, donc je prenais beaucoup d'anti-inflammatoires, des pommades en permanence, des échauffements très longs. J'ai entendu parler de la PRP pour la première fois par mon médecin sportif. Alors c'était au retour de mon dernier championnat, c'était au mois de décembre, puisque j'avais tellement mal et je souffrais tellement que voilà, là je pensais arrêter ou vraiment être soigné, mais bon là je ne pouvais plus attendre. Les injections ne m'ont pas fait spécialement mal, j'ai senti un petit picotement à un certain moment, mais bon, quand je pense qu'il envoie le produit, mais bon, je ne suis pas très courageux non plus, il faut le dire. Donc, mais non, franchement, je pensais à pire. De suite, après les injections, bon, j'ai pas été bien pendant 2 jours, il m'a dit de me reposer, de ne rien faire, mais au bout de 2-3 jours, mais franchement, j'avais eu l'impression que j'avais des épaules neuves, quoi. Plus aucune douleur. Ouais, super, quoi. Avec une seule injection dans chaque épaule. Alors bon, on m'avait dit que peut-être ça durerait que 5-6 mois. Il ne savait pas trop, mon médecin. Donc, et puis voilà, on en est, je sais plus, moi, depuis le mois de décembre, vous voyez, on en est à 8 mois, et 9 mois même, et j'ai pas de signe de faiblesse du côté de mes épaules. Pourtant, je les massacre bien, quoi. Je suis complètement satisfait du protocole, hein. Moi, je le recommande complètement parce que vraiment, ça m'a changé la vie, quoi, hein. Déjà, je dors mieux. Parce que évidemment, quand vous avez très mal aux épaules, eh bien voilà, la nuit, eh bien, des fois, j'étais obligé de partir sur mon canapé parce que voilà, j'avais mal aux épaules. Je ne pouvais pas rester sur le côté. Et donc maintenant, mais voilà, ça ne m'arrive plus. Tout de suite, une question d'un premier internaute, enfin d'une première internaute, puisque c'est Isabelle qui demande à quel âge est-ce qu'on peut commencer les PRP? Qui souhaite répondre? Christophe? Miguel Sanchez? Est-ce que le docteur Sanchez est toujours avec nous? Moi, je suis là, très Voilà. intéressé. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Question d'Isabelle qui demande à quel âge est-ce qu'on peut commencer les PRP? Il n'y a pas d'âge, ça dépend des lésions. C'est quand le malade est malade. Et on n'utilise pas souvent chez les enfants, parce qu'ils peut-être ils ont beaucoup moins besoin. Mais à partir de l'adolescence, dès qu'il y a une lésion, on l'utilise. D'accord,
Très bien, merci. Eh ben, on enchaîne tout de suite avec Dr Charousset. Voyons maintenant avec vous l'utilisation des PRP en chirurgie. Vous avez donc commencé à pratiquer, vous, en 2008. Et donc, en orthopédie, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, les indications en chirurgie sont le relais des indications aussi un peu dans les traitements médicaux, c'est-à-dire que on s'en sert pour accélérer la cicatrisation. On intervient dans la nature finalement, c'est-à-dire que dans la nature cicatricielle, il y a un clos qui est là de cicatrices, et nous, en ajoutant nos PRP sous différentes formes, vous allez le voir, on multiplie les chances de cicatrisation, on augmente les chances de cicatrisation, aussi bien pour les tendons que dans les cadres de ligamentoplastie du genou ou dans d'autres indications comme les réinsertions méniscales. Alors, on s'en sert dans des sutures. Moi, je suis un chirurgien d'épaule et genoux essentiellement. Je m'en sers essentiellement dans les sutures des tendons de la coiffe des rotateurs. Je réalise sous arthroscopie. Évidemment, l'autre indication, c'est dans les réparations du ligament croisé antérieur. On s'en sert énormément pour stimuler la greffe, ou essayer d'avoir une meilleure maturation de la greffe et des tunnels de la greffe. Mais aussi, on s'en sert dans la chirurgie méniscale pour essayer de potentialiser nos réinsertions méniscales. On s'en sert enfin aussi dans d'autres types de chirurgie, comme les sutures dans les ruptures des tendons d'Achille, que ce soit par voie chirurgicale ou par voie percutanée, ce que je réalise maintenant sous contrôle échographique avec une injection de plasma à la fin de la réinsertion du tendon. D'accord. Et alors, quelle est votre technique à vous? Est-ce que c'est la même que celle du docteur Sanchez? Oui, je pense, sans trahir la pensée de Mickaël, ce sont approximativement les mêmes. Parce que de toute façon, j'ai été me former chez lui, donc j'ai un peu refait ce qu'il m'avait enseigné. Il y a différentes formes d'injection du PRP. On peut utiliser sous forme liquide, évidemment. Donc, comme vous l'a montré Mickaël tout à l'heure, qu'on utilise aussi bien dans l'arthrose, mais on peut utiliser dans les ligamentoplasties du genou, en injectant dans les tunnels, ou alors on peut utiliser sous forme de membrane, quand c'est un petit peu associé avec de la fibrine, pour avoir une membrane de recouvrement, et on utilisera plutôt ça en mode chirurgical. Diapo suivante, parce que je n'arrive pas à faire passer. Voilà, peut-être une petite astuce. On fait de plus en plus de chirurgie sous arthroscopie. Donc on utilise une caméra. L'arthroscopie, c'est l'injection d'eau dans une articulation. Avant d'aller injecter le PRP, moi je recommande de vider l'eau de l'articulation avec une canule d'aspiration, de se retrouver dans une ambiance dite gazeuse, c'est-à-dire justement tout simplement dans l'air qui reste stérile, et d'injecter ce PRP. Ce qui est important aussi dans la chirurgie de l'arthroscopie, c'est peut-être de répéter les injections à distance de la chirurgie pour justement éviter un petit peu cet effet lavage de l'arthroscopie et pour essayer de produire un effet rebond dans notre cicatrisation. C'est ce que je fais maintenant de manière systématique dans les réparations des tendons à la coiffe de rotateur. Je réinjecte 3 semaines après pour stimuler la cicatrisation. Voilà une première technique d'utilisation du PRP. En haut, j'utilisais à l'époque un PRP qu'on mettait sous le tendon et à l'interface tendon et os, et on essayait de l'activer avec la thrombine. C'était la thrombine autologue, donc pour cette couleur rouge, et on avait un gel autour du tendon. L'autre façon d'injecter les tendons de la coiffe de rotateur, c'est en phase gazeuse aussi. On injecte le tendon à différents endroits, à la jonction tendon-os, dans le tendon, dans la réinsertion, et aussi un petit peu plus loin, dans le muscle. Il faut savoir stimuler le muscle. Enfin, dans les ligamentoplasties du genou, on vide l'articulation et on injecte dans les tunnels. On commence par le tunnel tibial, mais on injecte aussi dans le tunnel fémoral. Et on a injecté précédemment dans la plastie, et là on injecte dans la nouvelle plastie du ligament ce PRP pour stimuler sa maturation. Dans les interventions chirurgicales dites open, celles
lesquels on a des incisions pour les réparations tendineuses ou autres. On peut utiliser cette forme de gel. C'est un gel aussi qui est stimulé avec de la thrombine autologue, c'est pour ça qu'il est rouge, qu'on met à l'interface entre le tendon et ça augmente et potentialise les résultats cicatriciels. Et alors aujourd'hui, quels sont vos résultats ? Alors, moi j'ai fait une étude que j'ai publiée en 2014, une étude où on avait comparé les réparations de la coiffe de rotateur avec un PRP et sans PRP. Et une des conclusions de cette étude montrait qu'il y avait une amélioration significative de la qualité de la cicatrisation des tendons, même si le taux de rupture itérative dans les deux groupes était identique à 2 ans de recul. Pietro Randelli, qui était un de mes collègues européens italiens, a publié aussi en 2011 une étude qui utilisait à peu près le même process et qui lui a montré qu'il y avait une récupération fonctionnelle plus rapide avec l'utilisation du PRP, mais il n'y avait pas de différence dans la cicatrisation. Enfin, il a fait une étude de toutes les études, ce qu'on appelle une reprise de toutes les études des tendons de la coiffe de rotateur. Il y en a à peu près 12 aujourd'hui publiées jusqu'à maintenant. Et la conclusion de ces études, c'est qu'il y a un vrai intérêt dans l'utilisation du PRP dans les ruptures des tendons de la coiffe de rotateur de petite taille ou de moyenne taille. Peut-être que pour les ruptures massives, ce n'est pas forcément la bonne indication. Concernant les ligamentoplasties du genou, toutes les études montrent qu'il y a une vraie amélioration dans la maturation de la ligamentoplastie, aussi bien les études animales que les études qui ont été faites comme par Michael Sanchez. Il y a une vraie amélioration de la vascularisation, une amélioration aussi du site d'honneur qu'on utilise. Les améliorations cliniques, elles ne sont pas encore retentissantes, mais je pense que c'est une technique récente qui demande plus d'études avec plus de patients pour qu'on puisse montrer qu'il y a une vraie amélioration. Enfin, le dernier sujet très important, les réinsertions méniscales. Il y a peu d'études pour l'instant, mais techniques récentes, qui semblent montrer quand même une amélioration cicatricielle et pour certains une amélioration clinique. Mais il faut peut-être améliorer nos protocoles d'éjection et faire de plus amples études. Alors, vous réussissez également, grâce au PRP, à éviter l'acte chirurgical. Donc, écoutons justement le témoignage de Vincent, qui n'est pas passé par la case chirurgie. Bonjour à tous, c'est Vincent Pourchaud, je suis basketteur professionnel à l'étoile de Charleville, j'ai 23 ans et je viens de Metz en Lorraine. L'endroit où j'ai entendu parler des PRP, c'est quand j'étais à l'INSEP. Et en fait, j'ai eu une blessure au niveau du tendon rotulien où mon tendon était bientôt complètement foutu. La chose qui a été, on va dire, un facteur en plus, c'est du fait de ma grande taille, parce que je fais 2,22 m. Et en fait, j'ai vu un chirurgien sur Paris qui m'a proposé ce projet, au lieu de faire une grosse opération dessus. Et j'ai tenté. Au tout début, je faisais une injection tous les 3 mois. Parce qu'en fait, j'étais blessé à l'année, ma saison était finie. Et puis, c'est là que j'ai eu de bonnes réactions. Mes genoux, ils ont plutôt bien réagi à ces PRP. Donc, depuis maintenant, ça fait presque 5 ans que je fais des PRP. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis à une injection à la fin de chaque saison. C'est-à-dire une saison de basket, ça commence au mois d'août et ça se finit au mois de juin. Et dès que ma saison est finie, on va dire que 3 jours après, je monte sur Paris et on fait direct IRM, injection. Et puis comme ça, on va dire qu'on n'en parle plus. J'ai 1 mois de repos où vraiment je peux profiter un petit peu de mes vacances parce que durant l'année, avec le basket, c'est compliqué. Et après, je me remets en route pour préparer à chaque fois la prochaine saison. La première fois que je les ai faites, vu que mes tendons étaient vraiment très très abîmés, oui, j'ai pas mal souffert, on va dire. Et maintenant, je suis tellement habitué que ça fait mal sur le coup, mais qu'au bout de 3-4 jours, j'ai vraiment mes genoux qui sont, on va dire, presque comme neufs. C'est clair que les PRP m'ont vraiment, on va dire, sauvé mes genoux, parce que j'aurais pu avoir des grosses opérations dessus. Et qui là aurait pu me faire douter à savoir si je allais continuer ma carrière ou pas. Alors que maintenant avec des PRP, je suis totalement en confiance. Je peux partir là-bas, je vais faire mes PRP. Je parle comme si j'allais faire, on va dire, presque un vaccin. Parce que moi, je suis vraiment en pleine confiance par rapport à ça. C'est une thérapie qui était totalement méconnue auparavant. Parce que j'allais voir des médecins qui, dans le passé, je leur disais que j'avais fait des PRP.
Et il me disait qu'il ne savait pas trop ce que c'était. Donc moi, je devais m'expliquer ce que c'était exactement. Alors que maintenant, dès que je vois mon médecin et je lui dis j'ai fait des PRP cet été, il voit très bien ce que c'est. Après, j'ai des soins kinés avec des kinés aussi, je leur parle de PRP, tout le monde sait ce que c'est. Je trouve ça dommage que ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale en France, alors qu'en Espagne, je sais que la sécurité sociale prend en charge les PRP. Alors justement, pour rebondir sur la dernière déclaration de Vincent, docteur Sanchez, vous nous confirmez que Oui. vous, en Espagne, c'est remboursé? Non, malheureusement pas. Il y a quelques hôpitaux publics, hein, ils utilisent ça pour des études et pour quelques malades. Mais par exemple, au Pays Basque, ici à Vitoria, chez moi, c'est interdit, il n'y a pas de PRP dans les hôpitaux publics. Hein. À Madrid, il y en a, certains hôpitaux, ce n'est pas uniforme, quoi. D'accord, merci. Alors, on a énormément de questions d'internautes. On va pas pouvoir répondre à tout le monde, ça c'est sûr. Je prends comme ça une question qui est intéressante. L'injection de PRP occasionne-t-elle une prise en charge particulière en rééducation ou un arrêt? Qui veut répondre à la question? Oui, on va retrouver tout de suite après tout à d'ailleurs. fait. Non, la rééducation peut être faite, justement, j'allais donc vous en parler. L'avantage, le gros avantage du PRP, c'est que la phase, que ce soit en post-opératoire, lorsque le PRP est fait lors de l'intervention chirurgicale ou lors des traitements sur des classiques d'arthrose, de tendinopathie, etc. L'avantage, c'est que la première phase, qui est très souvent antalgique, anti-inflammatoire, n'existe quasiment pas grâce au PRP. Il y a un petit temps où on met la personne un peu au repos, mais on peut assez rapidement commencer une rééducation activo-passive et active, ce qui est déjà très intéressant pour l'ensemble de la population, que ce soit des sportifs, amateurs ou même des professionnels, parce qu'ils retrouvent aussi bien leur profession très rapidement que l'entraînement, les terrains, etc. Donc c'est très important, cette technique est très importante et très intéressante en soi. On n'est pas gêné, absolument pas gêné par les perturbations trophiques que l'on a habituellement, œdème, peau, rougeur, raideur articulaire, ça ne nous gêne absolument pas. D'accord. Donc il y a un confort du patient, quel qu'il soit. D'accord. Jean-Pierre Diragnan, je rappelle que vous êtes kiné libéral et que Absolument. vous êtes aussi le kiné de l'équipe de France de natation. Donc vous avez deux types de patientèle, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça? Absolument. Des patients classiques, des sportifs. Absolument. J'ai la clientèle de monsieur et madame tout le monde, couvrant toutes les professions et tous les âges, et également des sportifs amateurs et de haut niveau. D'accord. Alors, est-ce que vous constatez une augmentation des patients qui arrivent Alors, et il est clair qu'il y a une augmentation depuis quelques années. Je pense qu'il n'y a pas encore la fréquence escomptée, mais ça provient exactement d'une méconnaissance de la part de pas mal de praticiens, des généralistes de ville ou des spécialistes. Et je pense que cet entretien est très important en soi. L'avantage de la population sportive, amateur ou de haut niveau, et qu'ils vont en première instance très souvent voir un médecin du sport, ces médecins étant sensibilisés beaucoup plus que les autres aux techniques nouvelles permettant donc une récupération assez rapide. Donc on voit les sportifs arriver beaucoup plus rapidement, donc ils les envoient bien sûr aux spécialistes qui présentent le PRP, qui réalisent le PRP, et on voit cette population arriver. Par contre, les autres, comme je l'ai dit, moi dans ma région, du fait que j'en parle, les médecins généralistes et autres commencent donc à s'y intéresser. Alors, est-ce que vous avez observé une réelle différence entre les patients qui sont traités par PRP et les autres? Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais, je pense qu'on peut dissocier trois catégories de patients. On a la population qui est sans profession ou non sportive, donc ça peut être des retraités, même des personnes âgées. Cet avantage, donc, comme je l'indiquais, est donc la caractéristique pour nous première, c'est vraiment ce côté antalgique et anti-inflammatoire très puissant. Donc ça permettra notamment aux personnes âgées de reprendre une activité qu'ils avaient perdue, peut-être elles étaient sédentaires, perte d'une activité quotidienne, etc. Donc elles arrivent à retrouver une mobilité assez rapidement. Oui, mais parce qu'on peut commencer jeune, mais on peut... Absolument, il n'y a pas d'âge comme on l'a indiqué. Dr Miguel disait que bien sûr on peut commencer dès la naissance, mais également... aller beaucoup plus loin. D'autre part, la deuxième catégorie, et puis ce qui est important aussi, c'est que on pourra me contredire si je me trompe, mais pour toutes les personnes, il n'y a pas de contre-indication.
Il n'y a pas d'effet indésirable comme on pourrait l'avoir sur des traitements classiques par médication. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas d'effet indésirable. Le troisième point pour les personnes justement âgées, lorsqu'elles ont une hypothétique pose de prothèse à venir, justement, là on s'est aperçu qu'avec le PRP, on peut reculer considérablement, je dis bien considérablement, la pose de cette prothèse. Ça, c'est très important. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont professionnelles, non sportives mais professionnelles. Et là, on voit les deux cas. Les cas des personnes qui travaillent en bureau et que l'on remet très rapidement à leur activité professionnelle, toujours pareil, parce qu'il n'y a pas cette phase d'antalgie, anti-inflammatoire. Et puis ceux, par contre, qui ont des professions telles que contraignantes comme le BTP, etc., bien sûr, là, la rééducation va être un peu plus poussée, mais comme je l'ai dit, on arrive à une rééducation activo-passive et active très rapide. Donc, de même, ils récupéreront leur profession assez rapidement. Et on évite même ce qu'on appelle, dans notre jargon, le mi-temps thérapeutique. Elles sont opérationnelles rapidement. C'est-à-dire, elles sont opérationnelles à 100% tout de suite. Et le troisième cas, bien sûr, évoqué déjà depuis tout à l'heure, ce sont les sportifs, amateurs ou non amateurs. Je pense qu'on peut faire un amalgame parce qu'un sportif amateur, il est peut-être, excusez-moi de l'expression, plus casse-pied que le haut niveau. Il est plus exigeant. Voilà, il se croit préparer les Jeux Olympiques à tous les jours, etc. Enfin, peu importe, hein, il y a à prendre autant de sérieux que les autres. Et dans ce cas, évidemment, le retour... Alors, bien sûr, il y a... Je l'entends bien, le protocole qui est à souligner après un PRP. On a bien sûr passé cette phase antalgique qu'on n'a pas... Donc il y a un certain confort, on va dire, en plus pendant la rééducation, qui n'est pas à négliger. Un confort, un confort du patient, une aisance de la part du praticien aussi pour réaliser sa rééducation. Et là, le sportif, automatiquement, va retrouver assez rapidement, puisque dans le temps, on a raccourci le temps de traitement, il retrouvera les terrains, les bassins, etc. Et ça, je dois dire, comme l'a souligné tout à l'heure, il faut faire très attention parce que les entraîneurs attendent toujours au coin du virage son sportif qui revient pour le remettre très rapidement à l'entraînement. Et là, il faut quand même faire un petit stop en disant c'est une technique remarquable en soi, mais il y a quand même toujours des indications de prudence à soulever derrière. Bien sûr. Alors pour étayer votre propos, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Muriel. Bonjour, je suis Muriel Urtis, je suis athlète, spécialiste du sprint 100, 200 et 400 mètres. J'ai été 3 fois championne d'Europe, 2 fois championne du monde et avec une médaille olympique aux Jeux d'Athènes en 2004. La première fois que j'ai entendu parler des PRP, c'était en 2010. Début d'année 2010, suite à une blessure que j'avais eue à l'entraînement. Enfin, je m'étais fait une blessure au niveau des insertions de l'ischio-jambier, au niveau des tendons, des insertions. Donc j'avais ce tendon qui tenait vraiment sur un fil au niveau de l'os. Le risque était de la rupture totale et donc on m'a présenté la technique des PRP. J'ai su par la suite que c'était une technique utilisée fréquemment à l'étranger, mais qu'en France, on n'en parlait pas de trop. Le fait de retirer du sang pour séparer les plaquettes et pour après derrière réinjecter, il y a forcément des suspicions de dopage. Mais après, moi j'ai été vraiment... rassurée par mon entourage, donc j'avais vraiment aucun risque et j'ai eu aucune crainte de ce côté-là. J'ai eu une seule injection, j'ai pas eu besoin d'en faire plusieurs. Après, il y a eu un délai quand même de 4 semaines avant que je retourne sur les pistes, courir à des allures assez importantes. Ça s'est très bien passé, j'ai très bien cicatrisé, le tendon s'est bien reconstitué. Et derrière, je me suis à nouveau blessée, mais sur l'autre jambe.
Donc on est reparti pour faire une deuxième PRP. Là, j'ai vraiment pas hésité, j'ai tout de suite foncé pour réutiliser cette méthode sur l'autre jambe blessée. Et depuis que j'ai fait les PRP, je n'ai jamais plus de problème au niveau de mes insertions et j'ai pu prolonger ma carrière puisque c'est vrai que derrière j'ai pu aller jusqu'à l'été dernier, 4 ans de sursis pour faire ma pratique sportive. Donc Jean-Pierre, une réaction à ce témoignage? Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Muriel Urtis, dans le sens que pour moi, je conseille fortement aux sportifs de haut niveau, particulièrement, qui ont toujours peur d'un traitement quel qu'il soit par rapport à cette fameuse liste de produits interdits. Là, il n'y a pas de produit, c'est un élément du sang, de leur sang, que l'on réinjecte, donc aucun souci. Et maintenant, justement, dans la population sportive, le bouche à oreille marche très bien et ça reste encore ce qui est le mieux. Et il se passe le mot pour maintenant se faire traiter comme cela. Pour les populations qui ne sont pas sportives, lorsqu'on leur indique comment est fait le PRP, alors qu'ils ont habituellement des réticences lorsqu'on parle d'injection avec un produit cortisonique ou autre, eh bien, lorsqu'on leur explique comment c'est fait, là, ils sont tout à fait consentants et ils vont vers cette thérapie. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie tous de vous être déplacés jusqu'à nous, jusqu'à ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également aux sportifs qui ont accepté de témoigner. Merci enfin aux partenaires Artrex et Regenlab. Nous avons abordé le PRP de la manière la plus complète possible, sous des angles extrêmement différents. Nous espérons donc que cela vous a éclairé, intéressé et surtout motivé à pratiquer cette technique qui a visiblement de beaux jours devant elle. Alors vous pouvez bien évidemment revoir cette émission. Il vous suffit dans les jours qui viennent de vous reconnecter. Et bien sûr sur OrthoWeb Télé, Kiné Télé, IOAPC et e-Congrès. Parlez-en autour de vous. Voilà, merci, au revoir.